Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. J-1 avant le Monaco Yacht Show, ce salon international de référence pour l'industrie de la grande plaisance ouvre ses portes ce mercredi et présentera des unités inédites. Nous en parlerons avec la directrice générale de l'événement, Gaëlle Talarida. Nous nous intéresserons ce soir à un projet inédit entre la France et Monaco qui vient d'ouvrir ses portes à Beau Soleil, le centre d'accueil de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Elle se prénomme Appel, c'est une application solidaire des femmes victimes de violences. Elle a intégré l'écosystème numérique monégasque il y a quelques mois, présentation dans ce journal. Puis nous recevrons ce soir Thomas Le Douarec, le metteur en scène et comédien, lance la saison du théâtre Princesse Grace avec une version contemporaine du Misanthrope de Molière. Nous ouvrons ce journal avec ces images tournées ce mardi matin sur le Rocher, la photo du gouvernement princier sur les marches du ministère d'État. Pierre Dartout était entouré des ministres des différents départements, dont Marco Piccinini, fraîchement nommé ministre des Finances et de l'Économie. Était également présent la chef de cabinet du ministre d'État et le secrétaire général du gouvernement. C'est l'événement phare du yachting, c'est aussi l'un des rendez-vous les plus importants en principauté. Le Monaco Yacht Show débute ce mercredi. Le salon international de référence pour l'industrie de la grande plaisance rassemble notamment les plus prestigieux yachts au monde, une industrie qui s'adapte aussi aux enjeux environnementaux. Pour en parler ce soir, nous sommes avec la directrice générale du Monaco Yacht Show. Bonsoir Gaëlle Talarida. Bonsoir. Nous sommes à quelques heures du coup d'envoi du Monaco Yacht Show. Est-ce que tout est fin prêt ? Presque. C'est toujours la veille du yacht show, on se dit oulala, ce sera jamais prêt, mais oui, on sera prêt demain matin à 10h pour l'ouverture. Combien d'unités sont attendues dans l'espace d'exposition ? Il y a 117 yachts, super yachts, d'une taille moyenne de 47 mètres et demi. Et on a également 61 tenders exposés dans la Adventure Area qui est au quai Antoine Ier et quai Gerland. Et aussi 2 sous-marins et 2 hélicoptères. Alors, des nouveautés présentées cette année, parce que les modèles que vous dévoilez au Monaco Yacht Show vont de l'exploration à la pure plaisance. Hein. Tout à fait. Nous avons 45 yachts qui sont lancés en première mondiale au Monaco Yacht Show cette semaine, qui sont présentés principalement par les chantiers, mais également par des brokers qui présentent ces bateaux. Et toutes les unités annexes, les tenders, les toys en général, sont des nouveautés qui sont justement aussi lancées à l'occasion du Monaco Yacht Show à Monaco. On parle beaucoup de yachts et de super yachts, mais c'est bien l'ensemble de la profession de la grande plaisance qui est représentée. Hein. On est vraiment sur le marché de la grande plaisance cette semaine. Dans ce port, on a créé pendant 4 jours la plateforme mondiale de tout ce qui se fait dans le domaine du yachting, pour l'équipement, pour le service, tout ce qui, on va dire, un propriétaire, quelqu'un qui souhaite acheter un bateau, vient faire son marché à Monaco cette semaine. Est-ce qu'on peut dire encore que Monaco est capitale du yachting ? Je pense que clairement cette semaine, plus que jamais. Cet événement n'existe nulle part ailleurs. Il est hyper unique pour le super yacht. Il y a d'autres événements qui existent dans le monde qui traitent du sujet du yachting, de la plaisance, un petit peu de super yacht, mais en termes d'image, en termes de lien avec le super yacht, le yacht show est vraiment unique. Il y a une réelle volonté de votre part de faire de ce salon un véritable écosystème du yachting avec le programme Céducation, si je le prononce bien. Où en êtes-vous dans cette démarche ? C'est toute la stratégie marketing de l'événement, puisque l'idée c'est de pouvoir attirer et présenter à des futurs potentiels clients acheteurs de bateaux qu'est-ce que le yachting va leur apporter. Et c'est pour ça qu'on a thématisé l'événement avec divers univers liés au yachting en termes de décoration, d'équipement, en termes de loisirs, de ce qu'est l'aventure area, mais également qu'est-ce qui se fait de nouveau dans le yachting, comment le yachting devient de plus en plus éco-responsable, comment il va pouvoir évoluer dans les prochaines années en développant des nouvelles technologies qui permettent aux bateaux d'être plus respectueux de l'environnement. Est-ce que yachting et durabilité sont compatibles ? C'est compatible. C'est un véritable challenge pour cette industrie, comme beaucoup d'industries dans le monde. Ils ne font pas exception. Mais oui, il y a énormément de recherche et grâce à ces propriétaires de bateaux qui sont prêts à investir dans la recherche, il y a tous les ans des nouvelles technologies qui sont présentées à l'occasion du Monaco Yacht Show qui sont de véritables innovations pour le secteur. Donc c'est un aspect dont aussi bien les clients que les brokers sont sensibles.
Complètement. On vit tous sur la même planète et je dirais que les bateaux, les propriétaires de bateaux sont les premiers témoins de l'évolution du climat, de l'évolution de la pollution sur les mers. Donc ce sont eux, en naviguant, qui se rendent compte du côté indispensable pour traiter ce sujet dans un domaine qui est le super-yachting. Eh bien, merci beaucoup Gaëlle Talarida d'avoir été notre invité à quelques heures du coup d'envoi du Monaco Yacht Show. Combien de personnes sont attendues ? Alors on verra cette semaine, on ne sait jamais trop à l'avance, mais en tout cas j'ai vraiment ressenti ces dernières semaines, voire ces derniers mois, une véritable émulation et je pense qu'ils seront nombreux. Mais comme vous savez, au Monaco Yacht Show, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est véritablement la qualité. Et on sélectionne à l'occasion avec les exposants, les visiteurs pour s'assurer qu'ils se retrouvent et qu'ils puissent faire des affaires. Eh bien merci beaucoup. Merci. Et conséquence du Monaco Yacht Show, des restrictions d'accès au port Hercule sont mises en place pour les embarcations à partir de ce mercredi. L'accès sera fermé à tout trafic de minuit à 7 h, sauf pour les navires autorisés. La vitesse de navigation sera également limitée à 3 nœuds pour tout navire à l'intérieur du port Hercule, et ce pour des questions évidentes de sécurité. Sachez également que les navettes du bateau-bus sont interrompues jusqu'à ce dimanche inclus. Le troisième rendez-vous Monaco Smart and Sustainable Marina s'est achevé hier. Pendant 2 jours, il a été question des solutions technologiques concrètes qui s'offrent aux marinas pour encourager notamment la construction et le développement de sites dits vertueux. Plus de 250 professionnels ont pris part à ce rendez-vous, des entrepreneurs, des industriels, des investisseurs, des architectes, pour partager ensemble leur vision plus durable de la grande plaisance. Les spécialistes du secteur touristique ont d'ailleurs constaté que les marinas durables étaient plébiscités et donc un atout supplémentaire. Écoutez. Le tourisme, vraiment, c'est la clé pour avoir une croissance positive pour le monde. C'était la clé pour récupérer après Covid et c'est la clé pour avancer. Mais on doit être, comme on dit là, smart and sustainable. Je crois que Monaco, c'est un grand exemple. On a un pays comme le Portugal, un pays comme la Slovénie, que vraiment on fait de la durabilité plus qu'une annonce, une parole, de mettre à côté de la stratégie. C'est vraiment une situation générale, c'est un système, c'est une stratégie et c'est un plan d'implémentation. Et ce rendez-vous des marinas durables s'est conclu par la remise d'Awards décernée par un jury présidé par l'architecte français Jean-Michel Villemotte. Coup de projecteur à présent sur un projet inédit entre la France et Monaco. Un hôpital de jour de pédopsychiatrie a ouvert ses portes à Beausoleil le 15 septembre dernier. Une structure nécessaire car le département des Alpes-Maritimes manque de place en pédopsychiatrie. Ainsi, ce centre réalisé avec l'aide de la Fondation Lanval permet d'accueillir plus d'une trentaine de jeunes avec diverses pathologies psychiatriques. Plus de détails avec Fabien Bonilla et Arnaud Imbert. Ce centre d'accueil de jour de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est situé dans la rue du Professeur Langevin à Beausoleil. Le bâtiment dispose de 630 mètres carrés sur 3 étages, entre l'administratif, une salle de groupe, une salle de classe, un réfectoire et autres, avec un étage pour les plus jeunes et un étage pour les adolescents. Une équipe pluridisciplinaire d'une dizaine de personnes propose chaque jour une prise en charge ambulatoire globale des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Ils présentent des troubles psychopathologiques complexes. Alors pour les plus jeunes, ce seront plutôt des enfants qui vont présenter des troubles neurodéveloppementaux et qui ont associé avec des troubles psychiatriques comme de l'anxiété, comme des troubles du comportement. Les plus grands vont accueillir des enfants à l'adolescence qui présentent des troubles psychiatriques à l'adolescence. Ça va être des troubles de l'humeur, des entrées dans la schizophrénie, des troubles anxio-dépressifs. Voilà, c'est tout un ensemble, tout ce qui concerne les troubles psychiatriques qui s'expriment dans l'enfance et l'adolescence. Ce centre de jour a ouvert il y a plus d'une semaine maintenant et accueille actuellement une quinzaine de jeunes. Le temps de finaliser toutes les inscriptions, sa capacité pourra permettre d'accueillir chaque jour 35 enfants et ados, dont 17 réservés aux enfants monégasques, résidents ou scolarisés en principauté. C'est un hôpital de jour effectivement franco-monégasque qui a été créé, qui a ouvert le 15 septembre. Il fonctionne sur la base d'une convention entre la DASA que je dirige et la Fondation Lanval. Donc le personnel, puisqu'on est en territoire français, c'est du personnel de la Fondation Lanval qui intervient ici. Alors il y a une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, des neuropsys, des psychologues, des éducateurs. Et ensuite, nous faisons le lien avec cet hôpital à travers le centre Platy,
qui gère les dossiers d'entrée de l'hôpital de jour. Et il y a aussi une assistante sociale qui accompagne les familles de Monaco lorsqu'elles sont dirigées vers ce centre. Les indications pour l'hôpital de jour concernent des enfants qui présentent des troubles pédopsychiatriques qui nécessitent une prise en charge intensive. Ce sont certainement des enfants qui ont déjà un suivi ambulatoire jusque-là par le centre Platy ou par d'autres collègues en libéral et qui, à un moment donné de leur parcours, nécessitent une prise en charge plus intensive. À savoir que le centre d'accueil de jour travaille en étroite collaboration avec les acteurs des dispositifs de soins médico-sociaux et de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Alerter, parler, agir, voici les maîtres mots de l'application Appel, application solidaire des femmes victimes de violences et qui a déjà pu apporter son soutien à de nombreuses utilisatrices. Elle a été présentée ce mardi à la Maison du Numérique. Sandrine Nègre et Lionel Bernardi se sont rendus sur place pour mieux comprendre le fonctionnement de cette application. Il s'agit d'une application mobile et gratuite développée par l'association Résonante. Elle est déjà utilisée dans une quinzaine de pays et depuis quelques jours, Monaco s'est ajouté à cette liste de pays. C'était important pour nous de développer et d'avoir des outils numériques en principauté pour donner de l'information aux personnes victimes de violences ou même aux personnes témoins de ces violences et puis d'avoir aussi un dispositif complémentaire pour pouvoir éventuellement donner l'alerte à ses proches de confiance. Donc c'est vraiment un outil supplémentaire dans la lutte contre les violences pour donner toujours plus d'informations sur les dispositifs qui existent en principauté. Et si une fois lancé, le SOS alerte rapidement les proches de la victime, il faut aussi savoir que l'application a intégré l'écosystème de la principauté et en particulier les ressources d'aide et d'urgence monégasques, une application qui a déjà fait ses preuves en France notamment. On a plus de 100 000 utilisatrices. On a chaque année à peu près 20 000 alertes qui sont enclenchées. On sait qu'il y a des utilisatrices qui ont pu déposer plainte avec des audios réalisés par le biais de l'application. On sait qu'il y a des situations qui ont été dénouées par l'intervention de la police via des alertes enclenchées par l'application. Et en France, on a été l'un des outils les plus utilisés pendant le confinement. On a eu un pic de plus de 30% d'utilisation à ce moment-là. Il faut dire que l'application permet de lancer l'alerte de manière plus discrète qu'un coup de téléphone. Sachez que cette application est disponible sur les différents stores de vos smartphones. Nous évoquions dernièrement l'attractivité de la principauté avec le ministre d'État Pierre Dartout. Chaque année, Monaco attire de nombreux et de nouveaux investisseurs. C'est en ce sens que la Jeune Chambre économique de Monaco a organisé ce mardi matin un petit déjeuner-conférence à l'hôtel Méridien Beach Plaza. Son thème, l'accompagnement et l'installation des entrepreneurs à Monaco. Le reportage de Fabien Bonilla et Alban Gingembre. La Jeune Chambre économique de Monaco organise régulièrement et depuis de nombreuses années des petits déjeuners-conférences avec des thèmes bien spécifiques, comme par exemple les perspectives d'avenir pour l'emploi, la politique d'urbanisme durable ou encore l'attractivité de Monaco. Eh bien, ce mardi matin, les membres de la JCE et leurs convives se sont retrouvés au Méridien Beach Plaza pour une conférence autour de l'accompagnement et l'installation des entrepreneurs à Monaco. Nous œuvrons pour l'attractivité économique du territoire. Notre mouvement est composé spécialement de jeunes leaders et entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Et bien entendu, l'installation et l'accompagnement de ces jeunes entrepreneurs fait partie vraiment de nos valeurs et de notre leitmotiv au quotidien depuis maintenant plus de 60 ans à la Jeune Chambre économique de Monaco. Durant cette matinée, 2 responsables de la direction du développement économique sont intervenus pour développer cette thématique. Le message aujourd'hui, il va être très basique entre guillemets. On s'adresse à des entrepreneurs, à des jeunes entrepreneurs. C'est de déjà présenter tout le dispositif d'aide et d'accompagnement qui est en place avec le département des finances, aussi bien pour ceux qui viennent s'installer que ceux qui sont déjà en principauté depuis de nombreuses années, puisqu'il y a aussi un volet accompagnement, développement et innovation. Et on va faire un focus aussi sur l'entrepreneuriat local et sur l'innovation avec le Monaco Tech et de nombreuses startups qui sont encore rentrées il y a quelques semaines. Et puis un point sur Monaco Boost où on a plus de 40 entreprises de jeunes monégasques et conjoints, donc ce qui démontre vraiment ce dynamisme. Et c'est ce dynamisme qui est un facteur essentiel à l'attractivité. Prochain rendez-vous pour la Jeune Chambre économique, la clôture cette semaine du concours de création d'entreprise, le 28 novembre les trophées de la JCE et le 13 décembre le gala des 60 ans de la Jeune Chambre économique.
L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les ballets ou encore l'Institut audiovisuel de Monaco, tous ont déjà lancé leur saison culturelle et il ne manquait plus que le théâtre Princesse Grace qui propose une riche programmation avec pas moins de 7 spectacles salués d'un Molière. Et c'est d'ailleurs celui dont on a célébré les 400 ans de sa naissance l'an dernier qui ouvre le bal avec le Misanthrope mis en scène par Thomas Le Douarec qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment une version 2.0, une version contemporaine du Misanthrope que vous présentez sur scène. Tout à fait, c'est une version très très moderne du Misanthrope, mais attention, dans le respect total du texte et de l'alexandrin. C'est qu'on n'a pas touché à une ligne, enfin on n'a pas touché à un mot de Molière, mais c'est là où c'est merveilleux, c'est la magie de Molière, c'est le talent, le génie de Molière, à savoir que la pièce, on a l'impression qu'elle a été écrite hier. Dans cette mise en scène-là, on a l'impression que le texte a été fait pour nous, a été écrit pour nous. Et c'est ça qui fait le succès de ce spectacle. Et c'est vraiment, il faut amener, si vous avez des ados, il faut absolument les emmener voir ce spectacle. C'est incroyable pour ça. Ils vont vraiment découvrir ou redécouvrir le Misanthrope de Molière. Oui, parce que le Misanthrope a été écrit en 1666, c'est ça ? Oui, et c'est toujours d'actualité. C'est toujours, la société n'a pas changé. Alors c'est triste pour l'homme, parce que l'homme, malheureusement, on n'évolue pas. C'est triste pour nous, mais c'est la réalité. C'est quand on voit la pièce, quand on découvre la pièce, on rit toujours des mêmes choses, et c'est terrible. Parce que c'est une pièce très drôle, mais qui dénonce aussi nos travers, nos vices, nos errements dans la vie. Voilà, donc, et notre superficialité aussi, ce besoin permanent d'avoir la reconnaissance des autres, de se faire remarquer, de faire la différence. Voilà, c'est toujours ce besoin de se démarquer qui nous caractérise énormément. Oui, une société tronquée par les apparences ou les faux semblants, c'est ça ? Complètement. L'image est plus importante que le fond. Et c'est ça le drame de l'être humain aujourd'hui, de notre société encore plus. Et la société n'a pas bougé en 400 ans. C'est qu'aujourd'hui, on est toujours... l'image a plus d'importance que ce qu'on est réellement. C'est ce qu'on voit de nous qui compte et pas ce qu'on est nous. Oui, c'est avec un texte qui est complètement classique. Vous parlez, vous l'avez dit, à toutes les générations. Ouais, c'est vrai. Avec une équipe formidable. J'ai une équipe de jeunes et qui donc du coup là on a utilisé bien sûr les réseaux sociaux, les téléphones portables. On filme en direct avec nos téléphones portables. Donc il y a quelque chose qui se raconte, qui se passe, enfin qui crée en fait une résonance avec notre quotidien à nous. C'est ça qui m'intéressait. Enfin c'est ça qui nous intéressait nous avec la troupe. J'ai 8 comédiens exceptionnels, qui emmenés par Alceste, qui est interprété par Jean-Charles Chagage-Bagnan. Jeanne Pajon joue Célimène, Caroline Devy, Marcy Noé, Justine Vultaggio, Eliante. J'ai Oronte que je joue Oronte, et j'ai aussi Rémi Jensen, Valérian Béarbonnet qui joue les deux marquis, et j'ai aussi monsieur Emmanuel Rebinder qui joue Philinte. Donc on a une très belle équipe, et on a hâte de rencontrer le public monégasque ce soir. Public monégasque que vous avez déjà rencontré par le passé ? Oui, à plusieurs reprises, et j'ai même eu la chance de créer à Monaco. On avait créé, j'avais adapté le roman de Dostoïevski, un roman de 1000 pages qui s'appelle L'Idiot de Dostoïevski, qu'on avait créé au Théâtre Princesse Grace. Le théâtre nous avait ouvert ses portes et on avait fait une résidence au théâtre, c'était magique. Et j'ai de très bons souvenirs ici. On avait joué aussi le Cid, j'avais monté un Cid dans une version flamenca de Corneille qu'on a joué ici. Je viens régulièrement aussi jouer au Théâtre des Muses à Monaco, chez Antea Sogno, donc je suis un habitué de Monaco, un fidèle, voilà. Et j'aime beaucoup ce public et je m'entends toujours j'ai toujours eu que d'excellentes expériences avec le public monégasque. Eh bien, merci beaucoup Thomas Le Douarec d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Mais je vous en prie. De la rentrée culturelle, passons à la rentrée sportive. Les joueurs de l'AS Monaco Handball ont repris le chemin de l'entraînement dernièrement. Le club compte plus de 200 licenciés. Émilie Flamin et Olivier Bonello ont assisté au premier cours de la rentrée. L'heure de la rentrée a sonné pour les 200 jeunes de l'ASM Handball. Les différentes équipes ont pu retrouver leur terrain de jeu, comme Diego qui pratique ce sport depuis 8 ans et qui apprécie toujours autant. Le fait d'avoir le ballon dans les mains et mon père, il m'a montré que c'était cool, donc du coup j'ai aimé et j'ai continué. Le travail d'équipe, avoir des amis, puis pouvoir aller marquer des buts et tout, ça fait toujours plaisir. De son côté aussi, Kenzo est ravi de la reprise avec de beaux objectifs du haut de ses 10 ans.
C'est un sport que j'aimerais faire plus tard encore. Et ça m'a toujours aimé parce que ma soeur va le faire aussi. Donc je préfère lui montrer quelques techniques et voilà. Et qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? Dans ce sport, j'aime bien tous les postes, plutôt le gardien, comme je suis gardien et voilà. La plupart de ces jeunes ont renouvelé leur licence pour une année supplémentaire, mais de nouvelles petites têtes font aussi leur apparition sur les terrains. On a des enfants qui reviennent, on a un taux de renouvellement qui est très important et intéressant. Ça prouve aussi qu'on travaille bien et qu'on arrive à donner l'envie à nos gamins de continuer. Mais on attire aussi de nouveaux jeunes et c'est le but, avec nos actions, comme je le disais tout à l'heure, dans les écoles, etc., pour aller chercher de nouveaux gamins, de nouveaux licenciés. On a vraiment vocation à ils font du sport pour se dépenser et se faire plaisir. Après, en effet, en fonction, à partir de certaines catégories, on va dire à partir du moins de 15, on va avoir des groupes performance et des groupes entre guillemets loisirs pour que les gamins puissent jouer. Parce que l'entraînement au handball c'est bien, mais le fin mot de l'histoire c'est la compétition malgré tout. Et les enfants ont envie de jouer des matchs. Clairement, s'entraîner c'est bien, mais on s'entraîne pour jouer des matchs. Et c'est justement ce que ces jeunes aiment le plus, la compétition, qui est aussi l'ADN de ce sport. Le fait de faire des matchs, du coup, on se retrouve d'autres équipes qu'on a déjà eues. Et gagner ou perdre, c'est le hand, quoi. Enfin, c'est amusant. Ça nous permet de nous entraîner un peu plus, de savoir comment l'équipe adverse va se mettre, nous aussi, et apprendre mieux. Avec un minimum de 2 séances par semaine et des compétitions certains week-ends, les jeunes handballeurs s'engagent pour une nouvelle saison qui promet d'être sportive et éducative. Dans l'actualité en bref, l'association Semeurs d'Espoir lance une collecte de baskets pour les plus démunis. Un conteneur est disponible devant l'enseigne Decathlon Monaco, partenaire de l'opération. Vous pouvez y déposer vos anciennes chaussures jusqu'au 14 octobre prochain. Passons à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Yannick de Bever. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain, Yannick ? Bonsoir à toutes et à tous. Ce mercredi sera tout simplement la plus belle journée de la semaine avec un grand soleil au rendez-vous et un thermomètre qui montera jusqu'à 28 degrés. En ce mercredi 27 septembre, nous fêtons Saint-Vincent de Paul, le saint patron des hôpitaux. Et puis il faudra souhaiter également une bonne fête à l'entraîneur de l'ASM Football, Adi Hutter, puisque ce sera la Saint-Adolphe. L'AS Monaco qui reçoit ce samedi à 21h l'Olympique de Marseille au Stade Louis II pour un deuxième derby d'affilée à domicile. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana et l'arrivée de la course cycliste entre Londres et Monaco. Nous reviendrons d'ailleurs sur cet événement au profit de la préservation des océans dans notre édition de demain. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.